Bonjour et bienvenue à l'actualité de la télévision rwandaise, dont voici le sommaire. Le président de la République, Paul Kagame, exhorte la jeunesse africaine en général à exploiter au maximum toutes les opportunités à sa disposition pour réussir l'entrepreneuriat. Les 13e Jeux interparlementaires de l'EAC se déroulent actuellement à Kigali et vont durer 10 jours. Le Rwanda, hôte de l'édition 2023 de ces Jeux, a été félicité pour la manière dont la compétition a été bien organisée. Au sommaire également, alors que le procès de Sène Mounier-Mana se poursuit à la Cour d'assises de Paris, ceux qui suivent de près ces procès craignent que les présumés génocidaires se trouvant sur le sol français n'échappent à la justice. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, exhorte la jeunesse africaine en général à exploiter au maximum toutes les opportunités à sa disposition pour réussir l'entrepreneuriat. Le chef de l'État s'exprimait à l'occasion des cérémonies de reconnaissance des projets des jeunes connus comme Hanga Pitch Fest 2023. Le point avec Jean-Damascène Manchim. Au cours de ces cérémonies, le président de la République, Paul Kagame, a montré aux jeunes le rôle prépondérant de la technologie dans l'innovation et la création de l'emploi, et précisant qu'avec le numérique, ils peuvent devenir des entrepreneurs. For us, entrepreneurship and trying to work with the young people, the talent and people. Pour nous, l'entrepreneuriat des jeunes, l'appui aux jeunes et talentueux et tout faire pour les développer est un impératif d'abord pour nous comme gouvernement et une responsabilité pour nous également comme dirigeants. Les jeunes ont beaucoup de potentialités et il faut travailler ensemble pour les découvrir et les valoriser. Au Rwanda, nous avons trouvé dans ces projets une façon de développer non seulement notre pays, mais aussi notre population et le continent tout entier. Notre continent a besoin de tels programmes. D'abord, la détection des talents et chercher comment étendre davantage le programme à d'autres, et le reste viendra naturellement sur base de tout cela. As fast as possible. I think the rest comes naturally out of all that. Le projet dénommé Lupa de production des fertilisants du sol, initié par Cynthia Mutoniwabo, s'est distingué des autres et a obtenu un prix de $50 000 américains. La lauréate de cette édition 2023 s'est félicitée de cette reconnaissance qui, selon elle, permettra d'élargir ses activités et de les mettre au service de la population davantage. Le président Kagame a conseillé aux jeunes de profiter du temps et de toutes les opportunités qu'ils ont pour chercher comment se développer eux-mêmes. Partant de sa propre expérience, le président Kagame a montré que même quand un rêve n'est pas réalisé en temps réel, il restait possible de trouver d'autres voies et moyens dans l'avenir, de les développer et de les mettre au service du pays. Pour cette 3e édition du programme Hanga Pitch, 45 projets au total ont été sélectionnés et les 100 derniers ont été primés. 4 projets relatifs aux objectifs de développement durable ont également été primés. Les 13e Jeux interparlementaires de l'EAC se déroulent actuellement à Kigali et dureront 10 jours. Le Rwanda, hôte de l'édition 2023 de ces Jeux, a été félicité pour la manière dont la compétition a été organisée. Donc pendant 10 jours, près de 720 parlementaires vont participer à différents Jeux sportifs avec pour objectif de promouvoir la diplomatie parlementaire. Le président de l'EALA, Honorable Nakirutimana Joseph, a exprimé sa satisfaction pour la façon dont le Rwanda a organisé ces Jeux et est revenu sur l'importance des Jeux, estimant qu'ils constituent un symbole d'unité et de coopération entre les pays de l'Afrique de l'Est. L'honorable Donatil Mukabalisa a aussi indiqué que le Rwanda va considérablement contribuer à la réalisation des objectifs de l'EALA en termes de coopération dans divers secteurs. Et l'honorable Vénéranda Ouamalia, qui est en charge du comité d'organisation de ces Jeux interparlementaires, s'exprime à propos de la 13e édition. L'objectif de ces Jeux, c'est promouvoir la diplomatie parlementaire
entre les pays de EAC et EALA. Particulièrement le Rwanda, nous sommes contents d'accueillir ces Jeux pour la 13e fois. Nous avons 6 pays. Aujourd'hui, c'était l'ouverture. Et vous avez vu le match entre le Rwanda et l'équipe d'EAC. On s'attendait à voir ceux qui vont jouer. Et vraiment, nous sommes contents que nous avons ainsi même les gens qui ont accompagné les équipes pour visiter le Rwanda. Et voilà, les gens de Kigali sont ici pour soutenir l'équipe du Rwanda. Et vraiment, c'est très, très, très bon. Il est prévu que ces Jeux durent 10 jours et rassemblent 720 députés. Et le match qui a précédé cette cérémonie d'ouverture de ces Jeux était un match de football qui a réuni le Parlement rwandais et l'équipe de l'EALA. Et les deux équipes ont terminé par un score 0-0, donc match nul. On continue avec l'actualité pour parler donc du pays du monde entier tente de rediriger le flux financier vers l'action en faveur d'une économie mondiale neutre en carbone avec un accent particulier sur l'adaptation au changement climatique. Le Rwanda intensifie ses efforts dans la sauvegarde des réserves naturelles du pays. Je propose ici ce que fait donc à la forêt naturelle de Gishwati à l'ouest du Rwanda. C'est donc dans notre récit qui suit. Et un programme du gouvernement a converti une partie de la forêt de ce temps-là, de la forêt naturelle. Une partie a été convertie en pâturage, une autre partie en forêt plantée avec des espèces exotiques, de façon que au début du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, on n'avait plus que 10 000 hectares de forêt naturelle. Mais cette forêt naturelle a été trop dégradée, envahi durant la période du génocide, de façon que après le génocide, on n'avait plus que 600 hectares de forêt naturelle. Et par après, on commençait des projets de restauration. On a eu le projet PAFOR, par exemple. Après, on a eu un projet de conservation de la zone de Gishwati. Et on est parvenu à ajouter autour de 800 hectares, de façon qu'on a maintenant un peu plus de 1400 hectares de forêt naturelle au niveau de Gishwati. La restauration est un processus continu parce qu'après le projet de conservation de la zone de Gishwati, on a eu aussi le projet La FREC qui était géré au sein de REMA, qui a joué un rôle ultime vers l'érection de Gishwati Mukura comme parc national en 2016. Et c'est un exercice qui continue parce qu'on a encore des espèces exotiques à enlever de la forêt. Effectivement, quelle est la contribution de ce parc en ce qui est la promotion du tourisme au Rwanda? On sait que, en tout cas, le Rwanda a mis beaucoup d'accent sur la promotion du tourisme. Le parc national de Gishwati Mukura est à cheval entre le parc national des volcans et le parc national de Nyungwe. Il est sur la zone de la lisière du parc, du lac Kivu. Et c'est une zone. Congo-Nil. Oui, c'est une zone touristique, hautement touristique. Et donc, on attend beaucoup de ce parc en termes de tourisme. Qui a l'unicité d'avoir des chimpanzés, par exemple. On a des chimpanzés au Rwanda que dans la forêt de Gishwati et dans le parc national de Nyungwe. On a d'autres espèces. On a des espèces floristiques qu'on ne trouve pas ailleurs. D'ailleurs, le nom de Gishwati est donné par une espèce d'arbre appelé Umushwati, tout comme on a aussi des espèces qui donnent le nom de la zone où on est, de Kayove, l'espèce exactement. Donc, c'est juste un exemple, mais les gens pourront visiter le parc. La population avoisinante a déjà commencé à sentir
l'existence du parc parce que les communautés avoisinant le parc bénéficient déjà du programme de partage des recettes du tourisme. Alors, vu les avancées enregistrées jusqu'à présent, quelles sont les perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir, c'est donc d'achever la restauration du parc qui en est maintenant à un peu plus de 80%. Et on est en train de récupérer la zone tampon et puis on devra la mettre en valeur, bien sûr, pour qu'elle bénéficie en même temps le parc et les communautés avoisinantes. Une chose à noter, c'est que le parc de Gishwati-Mukura a été déclaré réserve de biosphère de l'UNESCO. C'est une étiquette qui bénéficie aux gens de la communauté des affaires de la région, même aux communautés locales, parce qu'ils pourront bénéficier de cette reconnaissance globale pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir vendre leurs produits. Et c'est un élément aussi important à noter. On continue avec l'actualité pour parler donc du procès Sostène Munyemana qui se poursuit à la Cour d'assises de Paris. Je vous propose de suivre le point de vue de ceux qui suivent de près ces procès des présumés génocidaires se trouvant sur le sol français à travers un récit de Jean-Damascène Manishimi. Sostène Munyemana est le 7e Rwandais à comparaître devant la Cour d'assises de Paris pour crime de génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Cependant, nombreux sont des dossiers qui traînent encore sur le sol français, ce qui suscite la crainte que certains ne pourront jamais faire face à la justice. C'est en tout cas le point de vue de Maître Richard Gisagara du barreau de Pontoise en France, qui suit de près les procès pour génocide à la Cour d'assises de Paris. Effectivement, c'est la 7e personne, ça on peut s'en réjouir, mais si on regarde le nombre de personnes qui restent à être jugées et si on regarde aussi leur âge avancé, on a des raisons de craindre malheureusement que certains vont pouvoir échapper à la justice. Donc il y a dans les tuyaux de la justice une trentaine de dossiers qui sont en suspens actuellement, qui sont pendants devant la justice. Certaines personnes sont mises en examen, d'autres les enquêtes sont en cours, d'autres les dossiers sont terminés. Au rythme actuel, je pense qu'il y aura malheureusement beaucoup de personnes qui vont échapper à la justice parce qu'à ce rythme-là, on ne va pas pouvoir juger tout le monde. Par exemple, il est prévu pour l'année prochaine, apparemment, il n'y aura qu'un seul dossier qui va être jugé et on nous avait habitués au rythme de 2 dossiers par année, mais l'année prochaine, apparemment, il n'y aura qu'un seul dossier. On nous dit que, enfin on nous dit pas, mais il paraît que c'est parce qu'il y a les Jeux Olympiques de Paris qui vont mobiliser les forces de l'ordre que pour cette raison-là, il risque de n'y avoir qu'un seul procès. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très très regrettable de voir autant de dossiers qui sont en suspens. Certains sont presque terminés. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on essaye de continuer à pousser pour que le rythme soit accéléré. Parce qu'à ce rythme-là, tout le monde ne va pas être jugé malheureusement. Ces inquiétudes sont partagées par Alain Gauthier, président du collectif des parties civiles pour le Rwanda, qui s'est constitué partie civile dans la plupart des dossiers relatifs au génocide à la Cour d'assises de Paris. Même au rythme de 2 procès par an, un certain nombre des personnes qui sont actuellement poursuivies ne seront jamais jugées. Vous devez savoir aussi que en France, en cour d'assises, les accusés et les condamnés ont la possibilité de faire appel. Oui. Et vous savez que tous ceux qui ont été jugés jusqu'à maintenant, que ce soit Simbi Kangwan, Genzi, Baraira, Muhaimana, Bouti Baruta et plus dernièrement Atege Kimana, oui. Ils ont tous fait appel. Ce qui veut dire que pour l'instant, nous avons encore 3 procès en appel à fixer devant la Cour d'assises de Paris. Oui. 3 procès en appel, si on compte 2 procès par an, rien que ces 3 procès-là vont nous prendre 1 an et demi. Oui. Donc vous voyez bien que jamais le retard qui a été pris par la justice française ne sera rattrapé. Et en tant que collectif des parties civiles pour le Rwanda et d'autres organisations, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous demandez à la France et peut-être à la communauté internationale aussi? Eh bien nous, on aurait surtout souhaité que la France accepte d'extrader
les personnes qui étaient réclamées par le Rwanda, les personnes qui étaient visées par des mandats d'arrêt internationaux. Maintenant, pour l'instant, la Cour de cassation en France n'a pas changé sa jurisprudence et elle a toujours refusé de renvoyer au Rwanda les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis. Ce qu'on pourrait imaginer maintenant aussi, ce serait d'organiser des procès un petit peu groupés. Vous voyez, par exemple, Dr Munyemana, pourquoi ne juge-t-on pas en même temps le docteur Eugène Orgwamucho, qui est aussi de Butare? On aurait pu les juger tous les deux en même temps, puisque ça concernait la même région. Vous voyez, et là, on aurait gagné du temps. Mais pour l'instant, si vous voulez, les choses ne vont pas dans ce sens-là. On a eu un exemple de procès groupé avec Ngenzi et Baraira, les deux bourgmestres de Kabarondo, oui. Ce qui était bien. Et on aimerait bien que certains autres procès soient groupés. Maintenant, ce n'est pas nous qui le décidons. C'est un souhait qu'on a. Ou alors il faudrait prévoir peut-être une autre forme de justice, une sorte de cour d'assises spéciale, uniquement avec des magistrats professionnels. Mais bon, tout ça n'est pas à l'ordre du jour. Pouvez-vous nous rappeler ce qui a motivé cet arrêt de la Cour de cassation de ne pas extrader vers le Rwanda? Alors au tout début des refus d'extrader, c'était parce que la justice française estimait que le Rwanda n'était pas capable de juger, que la justice n'était pas fiable. Ensuite, parce qu'il y avait la peine de mort, mais la peine de mort est supprimée depuis 2007. Oui. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul argument, c'est ce qu'on appelle le principe de la non-rétroactivité des peines. Oui. C'est-à-dire que la France estime qu'on ne peut pas extrader au Rwanda dans la mesure où la loi organique qui punit le génocide au Rwanda est postérieure au génocide. Mais vous imaginez bien qu'il ne peut pas en être autrement. Le Rwanda ne pouvait pas prévoir des peines pour le crime de génocide alors que ce génocide n'avait pas encore eu lieu. C'est ce que nous reprochons à la Cour de cassation d'utiliser un tel argument, d'autant que la France ne s'est pas gênée elle-même dans des cas bien particuliers comme le cas de Maurice Papon, ou bien Touvier, ou bien Klaus Barbie, de juger des gens pour les crimes qu'ils avaient commis, alors qu'il n'y avait pas de loi qui le prévoyait. Il suffisait de s'appuyer sur les grandes conventions internationales de New York ou de Genève qui étaient signées par la France, tout comme par le Rwanda. Ça suffisait pour pouvoir juger. Mais d'ailleurs, le Rwanda n'a pas attendu l'avis de la France pour juger des génocidaires, puisque beaucoup d'entre eux ont été jugés au pays. Malgré ces soucis, les procès pour génocide hors du Rwanda révèlent davantage la vérité sur le génocide des Tutsis et démontrent combien il faut redoubler d'efforts dans la lutte contre le négationnisme, dernière étape du génocide. Checkup with Tuvaluki, I've got it Sony. Put it on me Sozi, conversations till the morning. Closer to my heart, no stava lonely. But I'm busy con the OJ, so the most new story. And I know that I was wrong, and I know I got you worried. But when it was in my zone, nothing too important. Et elle te disait vite les types comme moi. Davizuri tomba, and I know that I was wrong. Oh no, I got you worried. But really was in my zone, oh nothing too important. Loki Kenny K-Shot. Cette semaine, le Rwanda était hôte de l'initiative Move Africa, dont l'ouverture était attendue par des milliers de gens, grâce particulièrement à Kendrick Lamar, rappeur américain dont l'initiative Global Citizen a désigné pour qu'il fasse partie d'un circuit de tournée internationale sur le continent africain. L'initiative a commencé par un concert à Kigali. Au Rwanda, c'était le 6 décembre. Nous recevons dans nos studios Kenny K-Shot, un artiste musicien rwandais, qui était dans le concert. Kenny, bonjour. Bonjour, Amandine. Qui est Kenny Rulisa? Kenny Rulisa est un jeune ambitieux, aîné de la famille qui essaye de changer les mentalités des gens, changer le monde. Voilà, alors là... Motiver les jeunes aussi. Ça, c'est Kenny Rulisa. Alors, de Kenny Rulisa à Kenny K-Shot, un nom de scène, c'est quoi la transition? Qu'est-ce qui t'a inspiré? La transition, c'est Kenny K-Shot, c'est un rappeur qui
qui peint avec les mots. Tu vois, c'est un poète qui motive les jeunes, qui aide aux jeunes de devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. On sait que le nom de scène donc, doit être quelque chose de mémorable, reconnaissable, qui représente en tant qu'artiste. Donc toi, qu'est-ce qui te représente dans ton nom? Mon nom, c'est... Qu'est-ce qui me représente? Oui, par exemple, tu as choisi Kenny Quéchotte. Ouais. Alors, lui, Quéchotte, et toi, est-ce que c'est pareil? Non, c'est différent. C'est un peu différent parce que Kenny Quéchotte, c'est un rappeur qui motive les gens. Et je suis inspiré, je dis ça parce que Kendrick Lamar était là. Mais quand j'ai commencé, je me voyais plus comme Kendrick Lamar. Et avant, il s'appelait comme K-Dot. Ouais. Et quand je cherchais mon nom, j'ai vu Quéchotte, j'ai dit, ah, c'est bien. Wow, super. Alors, ça fait 8 ans d'expérience en musique. Qu'est-ce qui fait ta fierté aujourd'hui? Bon, ce qui fait ma fierté, c'est que je fais ce que j'ai dit que je veux faire. Et les gens voient ça et comprennent ça mieux qu'avant maintenant. Et ça motive, ça inspire d'autres gens de faire ça aussi. Ouais, alors quand tu étais en train de chercher ton nom de scène, tu avais déjà été inspiré par Kendrick et de nulle part, par miracle, tu le rencontres à Kigali. Et non seulement dans le concert où il fait une performance, mais aussi tu as parlé. C'était quoi l'expérience? L'expérience était incroyable. Je lui ai dit comment il m'a inspiré et il a compris, il a dit que je l'ai inspiré. Ça, c'était magnifique. Ouais. Alors, dans le concert, c'était quoi par rapport à tes attentes? Tu t'attendais à quoi? Et c'était comment sur l'expérience sur terrain? Enfin... Je ne sais pas ce que je m'attendais, mais je m'attendais à Kendrick parce que Kendrick, il est différent d'autres rappeurs et il fait des scènes, des choses qu'on n'a jamais encore vues. Il est très créatif et c'est ce que j'ai vu. Ça m'a... Alors, dans le hip-hop, c'est quoi? Qu'est-ce qui est contre Impact? Donc, en quoi est-ce que vous contribuez dans le développement, soit personnel ou bien national? Le hip-hop, ça... Premièrement, le hip-hop, personnellement au hip-hop, ça change la mentalité des gens. Quand par exemple, il y a trop de violence, quand il y a trop de... Ça devient la voix des gens qui n'ont pas de voix, le hip-hop. Et la musique en général, ça crée des emplois, ça aide à la croissance économique, le développement du tourisme, la croissance artistique, ça renforce la marque d'une ville. Et ça attire également aux jeunes hautement qualifiés dans tous les secteurs, pour l'éducation, l'art, la musique. Voilà, hautement. Tu n'es pas limité. Voilà. Aucune limite. Oui, alors, ça aide aussi, ça attire des entreprises pour des investissements. Donc le concert Move Africa, ça commence par Kigali, mais il est attendu que ça passe dans toute l'Afrique, Alors toi, c'est quel message que tu as tiré dans le fait, non pas de concert, je parle de la rencontre de la personne qui t'avait inspiré depuis le début et maintenant tu la rencontres 8 ans après que tu as commencé. Quel message? Est-ce qu'il y a de nouvelles résolutions? Est-ce qu'il y a un nouveau objectif que tu t'es fixé? Oui, c'est comme si mon énergie s'est chargée. Ça m'a donné encore de... C'est comme si c'est Dieu qui m'a dit, continue dans ce chemin, c'est bien. Continue à inspirer ces gens et les gens comprendront après. Oui. Alors, merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà. Par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikouma-Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.